Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. C'est assez exaltant d'ouvrir un dossier d'enquête sur un assassinat. Pièce à conviction numéro 3. Un dossier de plusieurs centaines de pages. Perquisition au domicile de Jean Mawem. 15 cm d'épaisseur, fermé avec une sangle, avec le nom de Maurice Régent écrit en gros dessus. Maurice Régent, homicide. Pièce à conviction numéro 56. Des feuilles très fines, blanches, bleues, parfois même rose pâle, avec des textes tapés à la machine, regroupés en liasses, dans des pochettes cartonnées, et globalement rangés un peu n'importe comment. Enquête de voisinage, rapport à juin 1980. Constatation sur la ségrégation. Qui a tué Maurice ? Une enquête de Louise Régent. Réalisée par Arnaud Forest. 3e épisode. Quand on regarde de drôles de photos. Maurice, mon grand-père, tué de 17 coups de marteau dans la cave de son étude de notaire, en juin 1980. Une affaire pour laquelle son comptable, Jean Mawem, est au début poursuivi pour homicide volontaire. Il sera finalement condamné pour complicité d'assassinat à 18 ans de prison, ce qui est une peine lourde pour avoir été seulement complice. Et du coup, s'il est complice, la grande question, c'est qui est l'auteur ? C'est exaltant de me plonger dans tous ces termes policiers, comme dans une série Netflix. Dans ma tête, c'est New York, unité spéciale, mais au Pré Saint-Gervais, dans le 93, dans les locaux des archives de la préfecture de police de Paris. Ces archives, je les imaginais stockées dans le sous-sol glauque d'un immeuble glauque, éclairé par une lumière blafarde tombée d'un plafonnier halogène. Je me suis retrouvée dans une grande salle de lecture inondée de soleil. Une salle en grande partie vitrée avec vue sur la rue, dans un bâtiment plutôt récent, et posée sur la table devant moi, ce que je redoutais le plus. Le rapport d'autopsie de Maurice, avec écrit, noir sur blanc, la position de son corps. Le corps est placé malgré l'étroitesse des lieux dans la partie la plus éloignée de la cave par rapport à la porte. L'étendue de ses plaies. Une fracture de la boîte crânienne est nettement visible. Un enfoncement de la boîte crânienne au niveau du pariétal gauche avec important épanchement sanguin sous-cutané. La tenue qu'il portait le jour de sa mort. Costume 2 pièces en tweed vert, chemise blanche à fines rayures verticales marron, une cravate, un slip blanc, une paire de chaussettes vertes, une paire de chaussures marron. Et toutes les petites choses qu'il avait dans ses poches. Dans la poche intérieure droite de la veste, nous découvrons un étui en cuir de couleur noire, refermant un peigne de poche de couleur marron clair, marqué fait main, et une lime à ongles. Un étui de lunettes en suédine, un paquet de cigarettes. Ah ouais, il fumait, moi. De la marque Gitane sans filtre. Putain, des gitanes en plus. Renfermant 20 cigarettes. Tous ces documents-là, les constatations sur les lieux de l'assassinat, la description du corps, de la cave, le rapport d'autopsie, je les ai patiemment recopiés. Impossible de faire la moindre photocopie. Ce genre de dossier est soumis à un délai de communicabilité. Il faut une dérogation pour le consulter, pour préserver le secret judiciaire des personnes impliquées. À moins que le jugement ait été rendu il y a plus de 75 ans ou que le prévenu soit mort depuis plus de 25 ans. Aucune date de décès n'a été enregistrée par l'INSEE pour Jean Mawem. L'homme condamné pour avoir été complice de l'assassinat de Maurice serait donc encore en vie. La question c'est, où est-il ? Et est-ce que j'ai vraiment envie de le savoir ? Ces documents, patiemment recopiés, mot après mot, je les ai tous envoyés au docteur Philippe Boxeau. Il est médecin légiste. Depuis un peu plus de 30 ans en Belgique, à l'université de Liège. Il a écrit plusieurs livres pour raconter ses meilleures histoires de cadavres, des livres assez marrants, ce qui m'a donné envie de lui parler de Maurice. Alors les lésions qui sont les plus importantes sont en face antérieure gauche du crâne. Donc vous avez l'œil, juste au-dessus de l'œil, et qui s'étendent jusqu'au-dessus de l'oreille, et même un peu derrière. Tout le crâne là au-dessus est complètement détruit. Mais ça veut dire, et le rapport d'autopsie le décrit, qu'en dessous, le cerveau est lui aussi détruit, donc la personne ne peut plus vivre. Et alors, de quoi, à votre avis, donc il est frappé où ? Moi, j'ai l'impression qu'il est frappé en occipital droit,
Donc à l'arrière. À l'arrière, par surprise. D'après le rapport d'autopsie, on n'a aucune lésion qui permet de penser qu'il se soit défendu. Donc moi j'ai l'impression qu'il a été surpris. À partir du moment où il soit secoué à l'arrière du crâne, peut-être qu'il se retourne, ou peut-être que dans le mouvement tournant imprimé par le coup de marteau, ou parce qu'il est au bas d'escalier, il va poser son pied par terre, que sais-je, il se retourne, il tombe par terre, il ramasse plein de coups à l'avant du crâne. Et les coups à l'avant du crâne, j'en suis certain, ont été produits alors qu'il était couché au sol. Parce que ces coups sont tellement importants, tellement massifs, on voit que la tête n'a pas bougé. C'est des coups qui ont été donnés en saccadé, c'est-à-dire les uns après les autres, en chaîne quoi, à très grande vitesse. Il n'y a pas le temps de le voir venir en fait. Hein. Dès qu'il a été le premier coup, à mon avis, ou le deuxième, il était assommé, il était par terre. Une fois que les coups ont été assénés, la personne est par terre, et là, il peut taper. Ça a duré pas longtemps, cette scène, et la mort est survenue quasiment immédiatement. Ça aurait été mieux avec des photos, évidemment, parce que les photos sont beaucoup plus parlantes qu'un rapport d'autopsie Un rapport d'autopsie, c'est le médecin qui raconte ce qu'il voit. Donc il y a déjà une certaine part de subjectivisme qui apparaît dans la description qu'il fait, puisqu'en décrivant la plaie, il la caractérise. Dans le dossier d'enquête, il n'y avait pas de photos. Non. Les photos, elles étaient classées à part, dans une armoire particulière, dans une pièce à l'entrée des archives. Ce ne sont pas des photos d'ailleurs, mais des négatifs. Gentiment, l'archiviste présent ce jour-là, je dis ce jour-là parce que j'y suis allée plusieurs fois aux archives, ça prend un temps fou de prendre en note un dossier d'enquête de plusieurs centaines de pages. Ce jour-là donc, l'archiviste m'a demandé si je voulais les voir les photos, enfin les négatifs, sur une table lumineuse. J'ai dit oui. J'aurais peut-être pas dû. Depuis, elles sont incrustées dans ma tête, ces images. Maurice, avec un morceau de tissu dans la bouche en guise de bâillon, et un bout de moquette cachant son visage. Ces photos, je n'ai pas envie de vous les décrire en détail. Mais ce que je peux vous dire, c'est que 17 coups de marteau, ça laisse des traces. Un marteau, ce n'est pas vraiment anodin comme arme. Et pour en mettre 17 coups, il faut vraiment avoir la haine. 17 coups, c'est quelqu'un qui veut tuer. Il a l'intention vraiment de nuire. Il est en rage, il est fâché. C'est peut-être une rage contenue, on ne le voit pas. Mais il est vraiment fâché et il démonte toute sa haine en fracassant le crâne du notaire. Le ou les ou la meurtrière s'est vraiment acharnée sur le visage de mon grand-père. Et ça a une portée très symbolique quand même. D'après ce que j'ai lu, le visage est le siège de l'identité, le reflet de l'âme. En le frappant, l'assassin cherche à détruire l'identité et l'humanité de sa victime. Et dans les crimes d'honneur, le visage est perçu comme le reflet de l'honneur familial. Son atteinte symbolise donc la purification de cet honneur. Maurice, il avait un bâillon dans la bouche et un morceau de moquette sur le visage. Oui, j'ai vu ça. Alors, la moquette sur le visage, c'est assez classique des gens qui ont une certaine gêne à voir comme il est fait. Ils ne veulent pas que le mort les regarde. En tout cas, ça peut laisser penser qu'il le connaissait. Le bâillon dans la bouche, je suis pas sûr que l'auteur a compris qu'il était mort. Et j'ai l'impression, en mettant le bâillon en bouche qui ne sert à rien, il va l'empêcher de crier. Ou terminer en l'étouffant. Mais on n'a aucun signe, en tout cas le rapport d'autopsie, il n'y a rien qui mentionne qu'il y a des traces de suffocation, des traces pareilles. Donc à mon avis, le bâillon ne servait à rien. Il était déjà out. Et il devait vraiment plus être lui-même l'assassin. Parce que ça n'a aucun sens, de bâillonner un mort. Et s'il lui a couvert le visage, ça ne pourrait pas le voir. Donc c'est un proche. Alors c'est peut-être l'entourage professionnel, l'entourage privé. On est dans un domaine professionnel, donc on pensera plus vite à un entourage professionnel. À mon avis, il y a, mais véritablement chez lui, une intention homicide, on la voit. Tout le monde sait que quand on tape sur le crâne, c'est un endroit qui est particulièrement dangereux. Il s'est acharné à tuer. À la rigueur, l'auteur, j'ai vu ça des tas de fois, l'auteur, il frappe un coup, 2 coups, 3 coups, il ne se souvient pas des suivants. Mais quand on veut tuer quelqu'un, on prend ce qu'on a à disponibilité. Sauf si on y réfléchit. Auquel cas, voilà, à ce moment-là, on prend l'objet qui nous convient. Et l'objet qui nous convient, ça peut être un marteau. C'est bizarre, moi, si je veux tuer quelqu'un, je prends pas un marteau. Ah ben moi bien, ça marche très très bien, la preuve. Et alors, est-ce que c'est plutôt une arme d'homme ou de femme ? D'homme. C'est plutôt une arme d'homme. Parce que les femmes sont rarement dans le meurtre sanglant. Ou alors elles utilisent quelque chose dont elles ont une bonne maîtrise et elles savent qu'elles vont réussir. Un couteau. Moi, j'ai pas encore une arme qui tuait son mari, une femme qui tuait son mari qu'une arme telle qu'un marteau. J'ai vu des couteaux, j'ai beaucoup vu de poison, énormément de poison. Ça oui.
Ce marteau, c'est ce qu'on appelle une arme par destination. C'est-à-dire que sa fonction première n'est pas d'être une arme, mais il a été utilisé comme une arme. Une arme que le ou les auteurs de l'assassinat de Maurice ont apparemment sciemment choisie. Il ne traînait pas dans la cave en attendant d'être rangé. Il était neuf, 32 cm et demi de long, un manche en bois verni peint en rouge sur 10 cm et demi, le reste en vernis jaune clair, une tête de 12 cm en acier de couleur noire avec un talon de forme carrée. Un marteau hyper classique, avec encore un morceau de l'étiquette indiquant son prix sur le manche. Le directeur de la quincaillerie de la rue Montmartre, située à 350 mètres de l'étude de notaire de Maurice, l'a reconnu tout de suite son marteau. C'est lui qui l'avait vendu. 24 francs, soit 3,65 €. Mais impossible de se rappeler quand et à qui il l'avait vendu. Aujourd'hui, cette quincaillerie a disparu. C'est un resto asiatique. Parmi les nombreuses auditions du dossier d'enquête, il y en a une que je trouve particulièrement intéressante. C'est celle du concierge de l'immeuble, Roger. C'est lui qui, rappelez-vous, a découvert Maurice, le mercredi 4 juin, vers 15 h. Sa chienne Mirza n'arrêtait pas d'aboyer et de gratter devant la porte du sous-sol. Dans sa déposition, Roger précise qu'il est en fait descendu 2 fois dans la cave. Le mardi 3 juin, j'ai fait la distribution du courrier vers 9 h comme d'habitude. Je commence toujours par déposer celui de l'étude de notaire au 3e étage. Pour y aller, je prends l'ascenseur. Puis je descends au 2e étage à pied. Ensuite, je repars dans ma loge pour prendre le courrier du 1er étage. Je n'ai croisé personne, ni Maurice Régent, ni Jean Mawem. À 9 h 15, j'ai sorti ma chienne, Mirza, un berger allemand âgé de 5 ans. On a fait une promenade de 5-6 minutes. À 9 h 20, on est rentré. Et là, Mirza, elle s'est précipitée directement pour descendre à la cave. Je l'ai laissé faire. Au bout de 5 minutes, voyant qu'elle ne revenait pas, je suis descendu la chercher. Et c'est là que j'ai remarqué sur le sol, au pied de l'escalier et dans tout le couloir, il y avait des traces de terre. C'est un sol en terre battue. Mais là, c'était vraiment sale. Je me suis même dit que j'allais faire la remarque à l'étude de notaire. J'ai vu Mirza en train de renifler devant la porte de la cave numéro 17. Je l'ai appelée, elle est revenue aussitôt. Je lui ai même fait la remarque. Qu'est-ce que t'avais à renifler là devant cette cave? Puis on est remonté. Non, je suis pas allé jusqu'à la porte de la cave 17. À 10 h, je suis redescendu pour balayer les traces de terre. C'était vraiment pas propre. J'ai aperçu un marteau sur les marches de l'escalier. J'ai pensé qu'il appartenait à des ouvriers. Il y en a parfois qui viennent réparer le téléphone. J'y ai pas touché, je l'ai laissé là où il était. Et puis, j'ai remarqué sous la terre des traces rouges. J'ai pensé que c'était de la peinture. Ce marteau, il n'était plus sur les marches de l'escalier de la cave quand Roger est redescendu le lendemain, le 4 juin. Il était près du corps de Maurice. Récapitulons. Maurice quitte son étude de notaire au 3e étage à 8 h 55 environ. Il descend dans le hall sans croiser Roger le concierge, qui lui monte par l'ascenseur. Une fois le courrier déposé, Roger le concierge redescend, promène son chien, revient dans l'immeuble, puis descend dans la cave à 9 h 25 environ. Soit 30 minutes après la disparition de Maurice. Il y a du sang sur le sol de la cave recouvert de poussière. Ce qui veut dire que Maurice venait juste d'être tué, ou du moins sérieusement blessé, quand Roger et son chien sont descendus au sous-sol. Ce qui veut dire que Jean Mawem, si c'est bien lui qui a fait le coup, était peut-être toujours là, caché dans la cave numéro 17, à ce moment-là. Maurice faisait environ 80 kilos. Quand on arrive au bas de l'escalier du sous-sol, le couloir qui mène à la porte de la cave numéro 17 mesure 12,50 m. Est-ce que techniquement, c'est possible que Jean Mawem, seul, ait pu frapper mortellement son patron, sans que ça s'entende bien sûr, à 17 reprises, qu'il l'ait ensuite traîné sur plus de 10 mètres jusque dans la cave numéro 17 avant de recouvrir les traces de sang avec de la terre, le tout en 30 minutes? Il aurait fallu être 2, non? Non. Bien sûr que non. Vous ne le portez pas, vous le traînez. C'est pas le même poids, c'est pas la même charge. Vous pouvez traîner quelqu'un de 80 kg par terre et par contre, de ne pas savoir le prendre dans vos bras et le soulever. Donc oui, il peut le faire, il peut le traîner, et oui, le temps est mais très largement suffisant,
très largement. Il faut quoi? 10 minutes pour faire ça. Ça peut aller super vite. Ici, on est face à un type qui est déchaîné. Les 17 coups, il les a donnés en moins de 3 minutes. 5 minutes maximum. Alors, au bas des escaliers, on voit le rapport je crois que c'est les policiers, cette fois-ci, décrivent des traces de sang le long des parties basses des murs. Ça, c'est du traînage. Donc la tête, il n'y a que la tête qui a saigné. Mais d'après les traces que l'on a, pour que la tête frotte contre les murs, il faut qu'il le prenne par les poignets. Parce que s'il le prend par les pieds, les bras vont forcément se retrousser au-dessus de la tête. Et vont protéger les murs contre la tête. Le 5 juin, le lendemain de la découverte du corps de Maurice, le domicile de Jean Mawem est perquisitionné. Le costume qu'il portait le 3 juin, un costume lainage léger de couleur beige, est saisi. Il est nickel. Aucune trace de sang, de terre, rien. Et il n'a pas été lavé. Tuer un homme de 17 coups de marteau sans une éclaboussure, soit c'est un prodige, soit ce n'est pas lui qui a directement porté les coups. J'ai eu il n'y a pas longtemps un bonhomme qui en tue un autre avec un couteau. Il plante un coup de couteau dans le cou à gauche. Il est face à sa victime qui n'a rien vu venir, et le coup de couteau, pouf, un grand coup, juste là, clac, terminé. L'auteur avait un plâtre qui allait depuis au-dessus du coude jusqu'à hauteur du poignet, plâtre blanc dont il se servait pour nous dire, voyez bien que j'ai pas frappé, j'ai rien sur mon plâtre. Ben, je peux vous prouver qu'il y a moyen de donner des coups sans avoir la moindre, d'ailleurs il est en aveu après, sans avoir la moindre trace de sang sur les vêtements. Ça gicle pas. Même la carotide ne gicle pas nécessairement. Ça dépend comment on la coupe. Ça dépend ensuite comment se comporte la victime. La victime du coup de couteau dans le cou peut mettre sa main sur le cou. Du coup, il comprime. Bref, vous pouvez fracasser le crâne de quelqu'un sans avoir la moindre goutte de sang sur vous. L'auteur, s'il est malin, quand il fait un coup pareil, si c'est prévu, il a le marteau dans l'escalier, il n'a pas un costume blanc. Il avait un lainage clair, a priori. C'est pas malin. Lainage, ça veut dire avec des mailles. C'était tissé comme à l'époque. C'est pas les lainages qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir des micro-goulettes qui rentrent dedans, on va pas les voir. Quand j'ai discuté avec Martine, elle a évoqué, rappelez-vous, l'histoire du frère de Jean Mawem. Enfin, c'est le frère du comptable qui l'a assassiné. Son nom, c'est Joseph. Joseph était légionnaire, basé à Corté, en Corse. Il revenait souvent en région parisienne quand il était en permission, pour voir son frère Jean, mais surtout sa femme Bernadette, la jeune femme de 15 ans, qui a écrit la seconde lettre anonyme, celle reçue à l'étude de Maurice quelques minutes avant la découverte de son corps. Bernadette vivait avec Jean Mawem et sa famille et allait au lycée. Quand les policiers ont perquisitionné la chambre de la jeune femme, ils ont trouvé une lettre, signée par Joseph. Un courrier destiné à un autre frère resté au Cameroun, leur frère aîné, François. Mon frère. J'ai beaucoup causé avec Jean, d'ailleurs, te mettre. Joseph raconte à François qu'il est en permission, que tout le monde en France va bien, qu'il espère que la famille restée au pays aussi va bien. Si tu nous dis que tu rentres, c'est très facile. On te donne tout ce que tu veux pour t'installer, l'aménagement de la maison, une voiture et une petite boutique. Qu'il part bientôt pour 7 mois à Mayotte, qu'il lui transmettra son adresse, et puis, au second paragraphe... Tes enfants grandissent. Mon frère, tu es notre héritier, notre roi. Un roi a le droit de commander et de savoir garder un secret. Ce mot secret, il est souligné. C'est quoi ce secret? Le projet d'assassinat de Maurice? Est-ce que pour aider financièrement leur frère aîné? Notre Dieu, et envers les hommes, notre roi. Les deux frères, Jean et Joseph, ont planifié l'enlèvement de Maurice et compté sur le paiement de la rançon. Et les choses ont mal tourné. Franchement, séquestrer un notaire dans la cave de sa propre étude, c'est complètement con. Je sais que Jean-François, le fils aîné de Maurice, celui avec qui il était associé, a demandé une enquête supplémentaire concernant Joseph, pour vérifier s'il était bien à Corté, en Corse, au moment du meurtre. Une copie de cette demande figure dans le dossier que j'ai retrouvé à la cave. Mais ça n'a abouti à rien. Selon l'armée, Joseph était bien en permission chez son frère du 10 au 18 mai 1980. Mais le 3 juin, il était dans sa caserne, à plus de 1000 km de Paris. Il est parti avec tout son régiment à Mayotte, le 4 juin, le jour de la découverte du corps de Maurice. C'est marrant les dates quand même,
Légionnaires, il n'aurait pas fait ça. Ils ont des techniques pour tuer. J'ai vu des meurtres de légionnaires. C'est toujours rapide, précis, efficace. C'est pas des coups pareils. Les légionnaires, ils ont appris à tuer. Il y a déjà eu 2 qui ont tué à Liège, 2 anciens légionnaires. C'est toujours ciselé. Et c'est pratiquement toujours au couteau. Et puis, il y a un autre hic. Lors de sa seconde audition, le 6 juin 1980, Roger le concierge affirme qu'il a vu Jean Mawem descendre à plusieurs reprises dans la cave dans la matinée du 3 juin, la matinée du meurtre. Roger est formel sur ce point. Parce que pour descendre dans la cave, il faut passer devant sa loge. Selon lui, Jean Mawem serait descendu au moins 3 fois, seul et sans rien dans les mains. Et il ne l'a pas revu le lendemain dans les caves. Jean a toujours nié avoir tué Maurice. Et durant son procès, il a accusé tout le monde d'avoir fait le coup. Madame Bélanger, les autres employés et Jean-François. Ça, son ex-femme Martine s'en souvient bien. J'ai un souvenir de la salle de Jean-François. Alors ça, c'était qui était comme une arène. Il était sur une chaise au milieu de l'arène. Il y avait beaucoup de monde autour. Et lui, je ne sais pas comment il s'appelle ce mec, il était sur le côté dans une petite cage, quoi. Et il a dit, regardez comme maître régent, il est gros et gras depuis qu'il a tué son père. Comment tu peux survivre à ça? Et il parlait comme ça, avec un accent comme ça, Jean Mawem? Oui, il avait un accent, ouais. Il avait un accent un peu africain. Est-ce que Mamoun et Maurice étaient racistes? Je pense qu'ils étaient institutionnellement assez racistes parce que c'était pas dans leur milieu, dans leur culture. Ils fréquentaient pas trop de Noirs, hein, c'est clair, parce qu'il y en avait pas trop dans leur environnement. Mais j'ai pas souvenir d'avoir entendu des termes presque moins de Maurice, qui était quelqu'un qui était assez respectueux des gens qui travaillaient, tu vois, qui s'investissaient. Sa valeur vraiment numéro 1, c'était le travail. Pourtant, il y a une vérité assez inconfortable dans cette histoire. C'est qu'à l'époque, un homme noir, dans tous les documents judiciaires, il est même de race noire, dans le milieu du notariat français, réac et bourgeois, c'était rare. Et que Maurice n'aurait jamais embauché Jean Mawem, d'origine et de nationalité camerounaise, de lui-même. Est-ce que l'agence d'intérim qui a envoyé Mawem à l'étude Régent a pris le patron de cour? Mais si Maurice l'a gardé, c'est qu'il faisait l'affaire. Est-ce que Maurice, avec ses préjugés, traitait Jean Mawem comme tous ses autres employés? Ou alors se montrait-il hautain, méprisant, ou même insultant, et ça aurait mis Jean Mawem en colère? Jean-François, comme ma grand-mère Monique, a été placé en garde à vue, entendu plusieurs heures, soupçonné d'avoir, sinon tenu le marteau, du moins commandité cet assassinat. Jean-François, évidemment, c'est un peu la pièce maîtresse de toute cette histoire. Premier sur les lieux, au cœur de l'enquête. Avec papa Anaïs, mais c'était son mari qui était là. Il dit, les vaches, ils n'ont pas dit que les régents étaient là aussi. Quand je l'appelle, pour savoir si je peux venir le voir, il me dit oui. Moi, je t'enregistre avec lui. Oui aussi, pour que je l'enregistre. Je vais le mettre assez près de toi. Ah bon? Ouais, ça t'embête? Tu veux que je m'approche? Non, non. Mais interdiction d'utiliser son enregistrement. Et là-dessus, il a été très ferme. Alors je vais vous raconter ce qu'il m'a dit. T'en as fait plusieurs des interviews? Non, jamais. C'est vrai? Ah non, j'ai toujours refusé. Jean-François, c'est l'aîné de la fratrie, le fils chéri. Lui n'est quasiment pas allé en pension, contrairement à ses 4 autres frères. Seule sa sœur, Marie-Claude, y a échappé aussi. Il a connu ses parents, Maurice et Monique, amoureux, unis. Une ambiance familiale agréable. Et puis l'arrivée des autres enfants, les parents débordés, les coups de martinet. Mais lui, il était déjà grand. Jean-François voulait être aviateur. Mais nul en maths, daltonien, il a lâché l'affaire. Maurice, il l'admirait. Ne sachant pas quoi faire de sa vie, il a marché dans ses traces. Fac de droit, notariat, puis la boîte de papa. Ils travaillaient tous les jours ensemble,
Maurice avait prévu de lui laisser les clés de l'étude, une fois à la retraite. Mais Maurice est mort. Jean-François avait 35 ans. Le jour de la disparition de son père, Jean-François, au début, ne s'est pas trop inquiété. Puis il a reçu la première lettre de rançon, celle qui réclamait 4 750 000 francs en billets de 500 francs, en échange de la vie de Maurice. Le lendemain, il a reçu la seconde lettre. Et puis vous connaissez la suite, la découverte de Maurice, mort, dans la cave. Jean-François ne se souvient plus s'il est allé ou non reconnaître le corps à la morgue. En revanche, il se souvient d'avoir été convoqué par la brigade criminelle. Cette garde à vue l'a beaucoup choqué. Et quand je lui ai demandé si sa mère, ma grand-mère Mamoun, avait pu commanditer l'assassinat... Non, c'était pas... Ça, c'est un montage de flic. Non, c'est pas... Non. Même pas la peine d'y penser, selon lui. Je ne pense pas que Jean-François ait quoi que ce soit à voir avec la mort de Maurice. Il n'y avait absolument aucun intérêt. Et puis ce meurtre l'a traumatisé. Il a même bouleversé sa vie. T'es pas obligé de rester tout seul avec ça, en fait. Quelques mois après la fin du procès, en 1984, il a quitté Martine. Le jour où Maurice est mort, ça a presque acté votre séparation, en fait. Pour moi, ça l'a acté. Oui, ça l'a acté. Il était effondré. Et puis, c'était extrêmement lourd pour lui, parce que c'est lui qui a prévenu ses frères et sœurs. C'est lui qui a été partie civile. Il s'est payé toutes les reconstitutions. Il rentrait dans des états, mais il a fallu qu'il gère la chambre des notaires. Ça a été très compliqué parce que la chambre des notaires voulait lui mettre tout de suite quelqu'un avec lui parce qu'il était jeune, parce que ça a été. Il était pris dans un. C'était tous azimuts. Mamoun qui était quand même effondré. Et il a été, soupçonné, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais c'est un truc qu'il n'a jamais surmonté. C'était trop difficile pour lui. Il n'arrivait pas à en parler. Et je pense qu'ils étaient tous dans la même situation. Et que parler, c'est pas rien, tu le sais. C'est pas rien de parler. Et mettre des mots sur les choses, c'était trop compliqué. Et je pense que ça l'est encore. Changer de femme pour changer de cadre. Pour tenter d'arranger les choses. C'est ce qu'a fait Jean-François, mais aussi 2 autres de ses frères, dont mon père. Ce qui est fou, c'est que Jean-François a tout de même continué à aller tous les jours à l'étude, dans le même immeuble, rue Saint-Fiacre, sur les lieux mêmes du drame. Il a aussi donné une nouvelle consigne à tous les membres du personnel de l'étude. Il ne faut jamais descendre seul dans la cave. Jamais. Comme si le lieu était dangereux ou maudit. Si ce n'est pas Jean-François qui a participé à l'assassinat de Maurice, ni Jacqueline Bélanger, ni Mamoun, ni Joseph, alors c'est qui ? Qui ? Cette question tourne en boucle dans ma tête. J'y pense quand je fais la cuisine, quand je bois un coup avec les copains. Mais si ça se trouve, Jean a fait le coup tout seul, et personne ne pourra jamais le prouver. Ni le tribunal à l'époque, ce qui expliquerait le terme de complicité, ni même moi. Alors, régulièrement, j'enfile mes baskets. Courir, ça me vide la tête. Ça m'apaise. Je pense à autre chose. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, triple meurtre au Vatican. C'est dans ces moments-là que me viennent mes meilleures idées. Et justement, un jour, je repense à une série que j'ai vue la veille, Sherlock Holmes. Et à une phrase que Sherlock dit à Watson. Si l'on n'a pas d'indice sur le meurtrier, c'est à la victime qu'il faut s'intéresser, ou un truc dans ce genre-là. Plutôt que de chercher qui a tué Maurice, est-ce que la vraie question, ce n'est pas pourquoi on l'a tué ? Allô, Sorette? Ouais, ça va? Ouais, ça va. Au fait, t'as des nouvelles du podcast sur Maurice? On est où l'avancée des
de ton investigation? Écoute, pour Martine, c'est bien Jean Mawen qui a tué Maurice. Pour certaines personnes, on pourrait suspecter Mamoun. Pour d'autres, il y a le frère qui serait impliqué, le frère de Jean Mawem. Enfin voilà, je pédale encore un peu dans la semoule, quoi. Ah. Parce que moi je pensais à une théorie aussi, de mon côté, parce que je réfléchis. Est-ce que tu crois pas que notre grand-père aurait eu des relations peut-être obscures, qu'il y ait eu des différends et c'est pu être, tu vois, un règlement de compte ou une histoire de sous, quoi, enfin quelque chose comme ça. Un notaire crapuleux. Par exemple. C'est marrant que ma sœur me dise ça, parce que c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis le début de mon enquête. Et si Maurice était plus sombre, plus complexe que je me l'imagine? Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'ose pas me dire? À suivre sur Arte Radio.